Hello, hello, bonjour tout le monde. Eh bien, je reviens pour un nouveau podcast. Là, le sujet il m'est tombé depuis quelques... Alors, j'en ai plusieurs, hein. Celui-là, il m'est tombé hier, je crois. Comme ça, je me suis dit, bon, quand est-ce que je le fais, je sais pas. Quand est-ce que je le sentirai. Bah là, je le sens bien. Sinon, j'ai plusieurs sujets. En fait, j'ai bientôt là qui arrive le jugement. Donc là, j'ai constaté certaines choses et puis j'ai ressenti certaines choses. Donc, il y a le jugement. Donc le titre, ce sera probablement le jugement, le rejet de soi. Donc le jugement envers l'autre, hein, envers les autres. Notamment beaucoup sur les réseaux sociaux et je vous en parlerai dans un prochain podcast. Mais là souvent, je fais des podcasts comme ça qui m'arrivent. Je peux partir au départ, dans ma tête, sur un sujet. Et puis au final, en fait, je vais partir sur un autre sujet au dernier moment. Moi, je trouve ça super de fonctionner comme ça parce que c'est vraiment spontané et c'est vraiment pas calculé, quoi. Donc là, le sujet aujourd'hui, c'est la nuit noire de l'âme, ma nuit noire de l'âme. Voilà. La nuit noire de l'âme globalement et ma nuit noire de l'âme en particulier que je vais vous raconter un peu. Ouais, certainement entièrement, je sais pas. Tout dépend de ce qui va sortir. En tout cas, je vais essayer de vous le raconter tel que ça s'est vraiment passé avec Valérie. Donc en fait, bon, je reviens en fait sur l'avant Val, l'avant Valérie. Je descends de Paris en juin 2019. Je décide en fait de démissionner de mon boulot à Paris. Je ne trouvais pas d'appartement, pourtant j'avais une bonne paye, je gagnais à peu près 2500-3000 euros par mois en moyenne en faisant des heures sup, donc j'arrivais au-dessus de mon salaire de base. Et c'était un travail en fait en sécurité incendie, je crois que j'ai dû vous le raconter dans un podcast, où ça demandait beaucoup d'heures et je travaillais sur des sites, notamment sur le RER A à Paris, centre, donc Châtelet, je faisais Châtelet, Gare de Lyon et Nation en tant que pompier dans la gare. Donc c'est des pompiers que vous pouvez voir pour ceux qui sont à Paris, qui sont en rouge sur les quais de la gare ou qui traînent qui se baladent dans la gare, tout ça voilà, pour faire des vérifs et tout ça. Et dans les gares, faut savoir qu'en fait il fait très très froid et l'été il fait très très chaud. Donc l'hiver il fait très très froid, en automne aussi, il y a des courants d'air très frais. Donc faut se couvrir, faut être vraiment équipé. Donc voilà, j'avais tout un équipement. Enfin bref, c'est pas pour ça le sujet. Le sujet, c'est la nuit noire de l'âme et ma nuit noire de l'âme. Mais je vous raconte un petit peu l'historique parce que tout part d'avant pour en arriver là où j'en suis arrivé aujourd'hui. Donc en 2019, j'essaie de trouver un appartement parce qu'avec Aurélie, donc mon ex-compagne avec qui je suis resté 4 ans à Paris avant de rencontrer Valérie dans le sud, on se sépare avec Aurélie. Je n'ai pas d'envie en fait de retourner véritablement avec Aurélie, en tout cas pas plus tard. Au début, ouais, vite fait, je lui disais, en fait, j'avais envie de rester avec elle, tout ça. Je disais, ouais, ça va bien se passer, tout ça. Mais au final, ça a duré vraiment très très peu de temps. Ça a dû durer voilà 2 jours, et puis après, je suis passé complètement à autre chose. Donc, ce qui fait que finalement, c'était pas vraiment la relation. Mais en tout cas, j'ai passé de très bons moments avec Aurélie et puis de moins bons. Mais en tout cas, Aurélie m'a fait avancer sur certaines choses et je l'en remercie aujourd'hui. Donc en fait, je ne trouve pas d'appartement après Aurélie. Je me retrouve dans un hôtel. Voilà, je me retrouve dans un hôtel en banlieue parisienne à essayer d'être pas très très loin de mon boulot. Donc je me retrouve en banlieue parisienne dans le Val d'Oise toujours. Et pour prendre la route pour aller à Paris en voiture, parce que là j'ai ma voiture en fait, et j'ai toutes mes affaires dedans en fait, j'ai vraiment tout dedans quoi, c'est une caravane le bordel quoi. Et j'ai vraiment tout dedans, j'ai ma batterie, mon instrument de musique, j'ai mes bagages, mes affaires, j'ai mes papiers, j'ai tout quoi. Je me travaille avec ma maison dans ma bagnole quoi. Et bon, c'était une grosse voiture à l'époque que j'ai vendue depuis, c'était un Renault Kadjar tout neuf que j'avais acheté qui m'avait été livré en fait en mars 2018,
que j'ai revendu en 2019 quand je suis descendu dans le sud, parce que mes moyens financiers n'étaient plus les mêmes à ce moment-là, n'ayant plus de boulot. Donc là, du coup, j'ai revendu. Donc là, je commençais déjà le dépouillement matériel. Donc à Paris, je ne trouve pas d'appartement. Pourtant, j'ai une bonne paye et on me dit dans une agence, vous aurez le droit en fait à un appartement pour 600 euros par mois, puisque 3 fois le montant du loyer. Mais on n'arrive pas aux 3000. Et là, je me dis, ok, bon, 600 euros, ça fait un F1, F2, bon. Et je cherche et tout, je trouve pas. Vraiment, on pourrait me dire, ouais, c'est bizarre et tout, à Paris, pourtant, il y a plein d'apparts et tout. En fait, je trouve pas. Mais il y a une raison que je connaîtrai plus tard, c'est que justement, on m'empêche, en fait, d'avoir cet appartement-là pour que je décide de partir dans le sud. Et donc, ça tournait dans ma tête. Et là, je me dis, ok, c'est le moment, va falloir que tu partes dans le sud parce que là, c'est plus possible. Moi, j'avais besoin d'air, j'avais besoin d'espace. Et donc là, je commençais à être dans la conscience. Je commençais à être dans la conscience, mais sans le savoir. C'est assez paradoxal, mais quand on est conscient, logiquement, on sait. Mais là, j'étais dans la conscience, mais inconsciente, si vous voulez. J'avançais, en fait, mais sans savoir où j'allais. Voilà. Donc, je décide, en fait, de me renseigner auprès de ma boîte pour une démission ou une mutation. Donc, je demande s'il y a une possibilité de muter dans le sud. On me dit qu'il n'y a pas d'agence là-bas, il n'y a pas de site là-bas. Les premiers sites, en fait, de ma boîte, c'est du côté de Lyon. Moi, je ne veux pas aller à Lyon. Donc, en fait, je décide radicalement de démissionner. Et sachant que j'aurai rien, en fait, dans le sud, parce qu'il va me falloir du temps, parce que vous connaissez mon historique au niveau judiciaire. Il aurait fallu, en fait, que je fasse une demande de rectification au niveau de mon casier pour pouvoir retrouver une place là-bas, parce que là-bas, un agent de sécurité il demande la carte pro, et moi, j'avais pas envie de l'avoir, et puis au niveau de la RATP, au niveau sécurité incendie, ne la demande pas, et notamment dans le domaine de sécurité incendie, normalement, on n'a pas à donner une carte professionnelle, ça ne concerne uniquement que la sûreté et tout ce qui est sécurité, malveillance, etc., et non pas les pompiers sur des sites commerciaux, des trucs comme ça. Mais il y a des boîtes qui le demandent, qui détournent en fait la loi et qui la demandent. Il y a beaucoup d'agents de sécurité qui acceptent de la donner, même s'ils sont du côté de la sécurité incendie, parce qu'ils ont tellement peur de ne pas avoir de boulot qu'en fait, ils répondent aux attentes de la boîte. Ce qui fait que les boîtes de sécurité profitent et exploitent le filon. Ils exploitent en gros la peur en fait des agents de ne pas avoir de travail, de ne pas avoir d'argent, et donc du coup ça fonctionne et les boîtes ne changent pas leur système puisque ça fonctionne. Ça c'était la petite aparté. Pour ceux qui ne connaissent pas le système de fonctionnement de la sécurité, voilà, c'est toujours une information, même si elle ne vous sert pas à grand chose. Mais voilà, c'est toujours bien de savoir comment fonctionne quelque chose qu'on ne connaît pas. Et pourtant, vous les voyez dans les centres commerciaux, voilà. Mais ils sont dirigés par les peurs, ils sont remplis de peur, et pourtant, c'est des gens qui font de la sécurité, qui sont censés vous protéger. Mais bon, ça, c'est encore autre chose, c'est un vrai constat conscient, où les gars vous font croire qu'ils sont sûrs d'eux, alors que absolument pas. Et moi, je l'ai très bien constaté, en fait, à ma place, là, quand j'étais à Paris. Donc voilà, donc je décide de partir, et là je trouve absolument pas d'appart, donc là je me retrouve à chercher une coloc parce que c'est pas possible. Il y a même une nuit à Paris où je me suis garé quelque part dans Paris et j'ai dormi dans ma voiture parce qu'en fait je me disais putain, si je dépense tout mon argent dans une location de Airbnb pour me loger, etc., ça va me coûter bonbon et je vais pas y arriver. Donc j'ai fini quand même par prendre une coloc en Airbnb chez des personnes, donc je sais plus, c'était à Fontenay, je sais plus quoi là, enfin sur le RER A. Je voulais pas être trop loin de mon boulot, et donc du coup j'avais trouvé des colocs comme ça à droite à gauche. Je restais pas parce que ça me coûtait bonbon. À un moment donné, j'ai trouvé une coloc, je sais plus, sur le RER A, je sais plus comment ça s'appelle la gare là, je sais plus. C'est à la sortie de Vincennes, c'est la gare après Vincennes, je sais plus comment ça s'appelle, la ville. C'est 93 en fait, mais c'est à la limite du 94, tout ça. Donc voilà, je trouve là, je tombe sur des personnes qui sont un propriétaire qui est pas correct, donc là je n'y reste pas.
parce qu'en fait je me fais virer parce qu'en fait il avait mis d'autres gens et je ne savais pas. Donc voilà, en fait tout est fait, je vous raconte tout ça parce que c'est le détail important, c'est que tout est fait pour que je parte en fait, que je ne reste pas. Il n'y a rien qui me rend stable en fait à part mon boulot à Paris, qui me donne une stabilité à ce moment-là pour trouver un appart, pour trouver un logement, mais il n'y a rien qui fait que on me stabilise en fait à l'extérieur. Et donc là, je me dis, ok, bon, stop, quoi, c'est bon, tout me pousse en fait à partir dans le sud, et moi j'avais vraiment envie de faire que de la musique, et d'aller voir les copains, et de jouer avec eux. Donc je finis par partir, mais je trouve une coloc en fait au fin fond du 77, là, je sais plus comment elle s'appelle la ville, mais il y a une heure et quart de train, en fait. Il faut prendre un intercité, en fait, un corail, là, jusqu'à Gare de Lyon. Je me retrouve au fin fond du 77 parce que c'est là où je trouve une coloc qui me stabilise à un moment. Et j'ai en duplex, en fait, une chambre complètement en haut, en duplex où je suis vraiment tranquille, j'ai ma part et tout, là je suis vraiment pépère. La femme qui m'a filé cette coloc, c'était une jeune, elle était cool, elle m'emmerdait absolument pas. Donc ça me donnait quelque part une espèce de stabilité, mais ça me faisait un trajet super long en train. Et bon, après, j'arrivais directement à Gare de Lyon sur mon site de travail. Donc j'avais juste à descendre l'escalier et j'arrivais sur mon poste de travail et puis c'était nickel. Bon, mais tout me poussait en fait à partir. Donc là, je décide de démissionner au mois de mai 2019. Et là, donc, je vais à la boîte, en fait, déposer ma lettre de démission. Je préviens tous les collègues par mail en disant que je pars. Il y a des collègues qui me disent, oh, mais Fred, tu peux pas partir. Attends, on a besoin de toi. T'es un des meilleurs éléments. C'était indispensable aux gares et tout. Tout le monde te fait confiance. Tu connais les gares par cœur. Tu connais super bien ton boulot. Tout le monde compte sur toi. Les agents RATP, ils ont que des éloges pour toi. Il y en a d'autres qui m'ont rejeté, mais parce que bon, voilà, ils voyaient que je faisais mon travail carré, donc ça leur plaisait pas trop parce qu'eux, ils avaient tendance à dériver un petit peu. Et ils voulaient prendre le pouvoir et moi, ça marchait pas déjà à cette époque-là. Mais voilà. Et en fait, je décide quand même de partir parce qu'en fait, si vous voulez, même si les collègues sont super cool et qu'ils vous demandent de rester parce qu'ils vous adorent, ils aiment bien que votre boulot soit bien fait et tout et qu'ils comptent sur vous, ça reste quand même l'ombre qui vous empêche en fait d'être qui vous êtes. Donc ça aussi, c'était important pour moi de rester sur ma décision. Donc je suis parti et donc j'ai démissionné le 2 mai 2019 et je suis parti. Donc j'ai quitté les effectifs des gares le 2 juin 2019. Donc là, je reçois ma paye, le solde de tout compte, blablabla. J'ai trouvé une coloc donc à côté de Béziers, mon pote artiste qui m'a trouvé ça plutôt que de prendre un appart et tout. Bon voilà. J'ai pris ça, c'était en campagne, dans un petit village entre Béziers et Pézenas, donc dans l'Hérault. Et là, je suis super bien, mais il y a un truc qui m'interpelle. Je suis bien, mais en même temps, il y a un truc je sais pas, qui m'interpelle. Je vais tous les jours à la plage parce qu'il fait super beau. Je profite de la tournée d'été avec les copains. Je suis à 20 minutes de la plage, à Valras-Plage. Et là, j'ai mes repères parce que je connais bien, parce que depuis 2012, j'allais faire des tournées pendant 3 mois, tous les étés, en intermittence, avec les copains là-bas, voilà, pendant quelques années. Donc je connais très très bien, puis j'étais super bien là-bas. Donc voilà. Et je rencontre des femmes et tout, sur un site internet, tout ça, machin. J'ai une relation avec quelqu'un, une ou deux, je crois. Bon, voilà, mais ça me convient pas, je le sais, au fond, ça me convient pas, ça me va pas, je sais pas, Et puis il y en a une que je rencontre, en fait, à qui je raconte mon histoire, en fait, judiciaire, là. C'est une des premières à qui je raconte ça, vraiment, où je raconte librement, en fait, ça, elle me juge absolument pas. Et puis je me sens vachement bien, donc je reste quelques temps, mais je sais qu'en fait, cette femme, en fait, je lui dis, en fait, la personne qui va rentrer en fait dans mon logement, là où j'habite actuellement, enfin pas là, pas ici, là maintenant, mais en 2019, je lui dis en fait ce sera celle qui me conviendra vraiment. Parce qu'elle s'étonnait en fait qu'elle ne vienne pas chez moi, que moi je vienne chez elle, en fait elle s'étonnait. Ce que je peux comprendre, ce que je pouvais comprendre à l'époque, et je lui ai expliqué pourquoi. Je voulais vraiment que ce soit sérieux et que si elle rentrait chez moi, c'est que c'était elle.
Très bizarrement, c'était très prémonitoire parce que en fait, c'était très prémonitoire, mais je ne le savais pas. Donc on arrive à la nuit noire de l'âme parce que je sais qu'en fait, il y en a certains en fait qui écoutent les vidéos et puis à un moment donné, ils s'arrêtent parce qu'ils n'entendent pas ce qui leur convient. Et je le conçois, je le comprends, il n'y a pas de problème. Allez voir d'autres vidéos qui parlent plus de flammes jumelles où on va vous dire ouais votre flamme jumelle elle va revenir, demain elle revient, ouais voilà tout ça. Voilà, moi ça n'a pas de sens pour moi. Donc en fait, écoutez d'autres personnes qui vont vous illusionner, il n'y a aucun problème. On est tous passés par là, moi aussi je l'ai fait. Il y a 3 ans je l'ai fait, jusqu'à 6 mois. Et au bout de 6 mois en fait j'ai tout lâché. Et j'ai compté que sur moi-même, vraiment, j'ai arrêté d'écouter les guidances, j'ai arrêté d'écouter les autres. Vraiment, j'étais déjà dans ma médiumnité et je sentais les autres qui n'étaient pas dans une lumière flamboyante et qui racontaient des salades. Parce qu'aujourd'hui, Valérie, elle est toujours pas là. Donc en fait, j'aurais pu très bien écouter des guidances pendant 3 ans. Valérie, aujourd'hui, elle est toujours pas là. Si j'avais pas fait mon travail, moi, de mon côté seul, aujourd'hui, elle est pas là. Mais en tout cas, elle est pas loin. Voilà, elle est très très proche. Mais ça, c'est parce que j'ai fait un travail vraiment seul où je me suis fait aider après pour des soins au fur et à mesure du temps. Mais après, j'ai arrêté, je me les suis fait moi-même. Donc, je continue. Donc là, j'arrive, voilà, je suis dans ce type de relation. Mais je sais que prémonitoirement, je dis à cette femme, en fait, que la femme qui va rentrer dans ce logement sera celle qui correspond à mon cœur, en fait. C'était très prémonitoire, j'étais très surpris après quand j'ai rencontré Valérie, mais je ne l'étais pas tant que ça finalement. Parce que Valérie, en fait, c'est la seule femme qui est rentrée chez moi à ce moment-là. Voilà. Donc en fait, c'est assez drôle aujourd'hui, mais à l'époque, en fait, c'était très surprenant. Parce que je le disais, en fait, inconsciemment, mais c'était justement mon inconscient qui était en train de me sortir la vérité. Et c'est très drôle. Et donc c'est pour ça que c'est important de s'écouter en conscience, en fait. Vous voyez, quand l'inconscient vous donne quelque chose, après l'important c'est de l'écouter en conscience, en disant ok, s'il me dit ça, c'est que c'est ça. Parce que l'inconscient en réalité il sait. Voilà. Et nous en conscience on ne sait pas. Mais quand on est conscient en fait de l'inconscient, en tout cas une part, parce qu'on n'est pas conscient de tout en fait au niveau de l'inconscient. Mais en fait, c'est drôle d'écouter et de voir en fait le résultat, et c'est très surprenant. Donc là, j'en arrive à la nuit nord de l'âme. En fait, je l'avais déjà démarré à Paris, parce qu'en fait, rien n'y faisait. J'arrivais pas à avoir d'appartement, et j'avais de moins en moins d'argent. Là, après, j'ai eu la paye et le solde de tout compte, donc ça m'a remonté un peu. Je suis arrivé dans le sud, donc tranquillement, j'avais un peu de sous. J'ai dû vendre la voiture parce que j'avais plus les mêmes moyens. Donc j'ai récupéré un peu d'argent. J'ai acheté une voiture moins chère, qui me plaisait pas vraiment. J'avais acheté une espèce une Renault là, le Renault bleu avec de bleu et blanc là, je sais plus comment ça s'appelle la voiture là. Elle me plaisait pas trop, elle était un peu petite pour ma batterie, pour mon matériel musical, tout ça. Je l'ai revendue encore une fois. J'ai encore récupéré un peu d'argent, pas mal d'ailleurs. Et donc du coup, j'ai acheté une autre voiture, un Renault Scénic de 2006, qui était très bien, qui marchait très bien, à 3 000 €. Et j'ai récupéré encore de l'argent. Et après, je l'ai revendu encore à 3 000 € pratiquement. Et j'ai racheté, en fait, celle que j'ai encore actuellement, un Opel Zafira, que j'ai encore maintenant depuis 3 ans. Voilà. Donc, je l'ai acheté 1 500 €. Et elle me convient très bien, elle est très très bien. Elle marche bien, je l'entretiens au fur et à mesure. Bon, après, c'est pas une voiture récente, mais en tout cas, je l'entretiens, elle fonctionne très très bien. Voilà. Donc là, j'avais déjà commencé le dépouillement depuis Paris. Ça continuait en fait dans le sud. J'ai pu m'acheter un peu de matériel musical pour compléter ma batterie. Voilà. Donc après, j'ai continué le dépouillement au niveau des vêtements. J'ai continué le dépouillement au niveau des papiers. Au niveau du boulot, j'avais trouvé un petit boulot vite fait à Béziers. Où là, on m'a jeté. Le mec, il me prenait la tête, il me faisait des conflits, le responsable. Donc en fait, c'est comme si qu'on me jetait, en fait, qu'on me disait non, mais t'es pas à ta place, mec. T'es pas à ta place, là. L'univers me disait t'es pas à ta place, donc ok, tu veux travailler là pour avoir de l'argent et tout ça, mais non, on va te dégager, ta place, elle est pas là. Donc je me suis mis en arrêt, et c'est là où en fait ça a vraiment commencé. Alors, ça a un petit peu commencé parce qu'en fait, j'en avais ras-le-bol.
J'en avais marre et tout, j'étais pas super bien, même si quelque part j'étais bien, mais j'étais pas super bien. Je me disais putain mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal, j'en ai marre en fait qu'on se foute de ma gueule. Et j'étais dans ma tête et je voulais absolument trouver un boulot pour avoir une maison, pour avoir de l'argent, voilà, j'étais dans mon ego, dans mon mental là, ouais je suis venu dans le sud, il me faut du travail, il me faut de l'argent, il me faut ci, il me faut ça et tout, ta. Donc j'étais vraiment dans le mental, quoi. Et Valérie, je commence à discuter au mois d'octobre avec elle, donc on s'est rencontrés sur un site internet. Et je commence à discuter avec elle au mois d'octobre, début octobre 2019. Et on s'est réellement vu. On s'est appelé en fait novembre, début novembre. Et c'est là où je vous avais raconté, je crois, quand j'ai entendu sa voix avec son accent de Toulousain. Euh, je lui dis c'est toi. Je le sais, c'est toi. À ta voix, je le sais que c'est toi. Je vous avais raconté l'histoire depuis 2005 où je ne voyais pas le physique de Valérie, mais j'entendais sa voix depuis 2005. J'avais raconté un artiste que j'accompagnais à Toulouse depuis 2005 jusqu'en 2015. Pendant 10 ans, j'accompagnais un artiste toulousain, donc je faisais des allers-retours Paris-Toulouse. Je lui avais dit en 2005-2006, je lui ai dit, écoute, j'entends la voix de la femme, en fait, je sais que c'est elle. Je sais que ce sera ma femme, elle est à Toulouse. La personne de ma vie qui représentera tout ce que j'attends, tout ce que j'ai dans mon cœur et tout ce que j'attends dans mon cœur, elle est là, elle est autour, elle est à Toulouse ou autour. Et effectivement, Valérie est autour de Toulouse. Et donc en fait, je lui dis à Valérie, je reconnais ta voix. Voilà, je t'ai entendu depuis des années, je n'ai pas vu ton physique. La seule partie de ton physique que j'ai vue, c'est brune aux yeux verts. Voilà, et toute ma vie, quasiment, j'ai eu des femmes avec brunes aux yeux verts. Ça m'a suivi depuis des années. Ou alors c'était des brunes aux yeux bleus ou aux yeux verts. En tout cas, ça se rapprochait. Donc voilà. Là, on se voit réellement avec Val, donc on passe des heures au téléphone. Elle m'appelle tous les jours, je lui réponds tous les jours, on s'écrit tous les jours, des écrits toute la journée, des appels toute la soirée, tout ça. Je suis en répétition avec mon artiste pour un gros concert au mois de décembre 2019. Donc au mois de novembre, on répète toutes les semaines, 2 fois par semaine, pendant un mois. Et là, en fait, Valérie m'appelle et en fait, je lui fais écouter la répétition. Donc on est vraiment ensemble en permanence, tout le temps. Elle me raconte plein de choses et tout ça. Et on se rencontre vraiment au mois de novembre. Et là, elle court après moi, en fait. Elle me dit, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Ok. Bon. Elle m'a reconnu, en fait. Alors, je lui dis, mais oui, mais c'est moi. Tu m'as vu sur les photos, tout ça. Oui, c'est moi. Mais à son niveau, c'est pas la même chose, en fait. Moi, je l'ai compris plus tard, en tout cas, dans ma compréhension à moi. Peut-être qu'un jour, si je la vois, elle me dira, bah non, c'était pas du tout ça, en fait. Je t'ai dit que c'est toi, parce qu'en fait, bah, je t'ai reconnu autrement. Ou alors, elle m'a reconnu dans l'âme, en fait. C'est toi, et par rapport à ce qu'elle avait reconnu depuis des années, ce qu'elle attendait voilà, par rapport à ce qu'elle a vu. Donc là, on est ensemble et tout, voilà, on passe des moments ensemble et ça dure quelques temps. Et puis elle me dit, mais je sais pas, elle me dit beaucoup plus tard, elle me dit un peu plus tard, dans les semaines qui suivent, dans les jours qui suivent, elle me dit, écoute, c'est toi, je sais pas pourquoi, mais je te vois avec mes enfants. C'est toi, ça me paraît évident, c'est une évidence pour moi, je te vois avec mes enfants. Donc elle me dit, je te propose, en fait, j'en ai parlé aux enfants, tu viens à la maison un week-end, et puis le week-end prochain, si tu es là, tu viens, et puis je te présente les enfants. Donc elle me présente ses enfants, ses 2 enfants, elle me les présente une semaine après, quoi. Une semaine après notre rencontre physique. Donc c'est quand même énorme, c'est quand même beaucoup. Alors moi, j'ai absolument pas eu peur de ça. Quelque part, j'étais certainement prêt. Donc je rencontre ces enfants. Mais moi, quelque part, je suis comme une pièce rapportée, en fait. Je suis sur le canapé, je lui dis, si tu as besoin de moi, je suis là, voilà, je peux m'occuper des enfants, tout ça. Mais je sens une fermeture, en fait, chez elle. Je sens une oppression. Et en fait, moi, je ressens la même chez moi. C'est-à-dire que je me sens oppressé, mais en même temps, je sens Valérie oppressée. Donc, en fait, on est tous les deux
je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire, mais en même temps, de son côté, elle me sent très sûre de moi, c'est-à-dire en fait, je suis là et elle sent une puissance quelque part. Et elle sait pas trop comment agir. Et puis moi, du coup, du même côté en miroir, je suis pareil en fait. Je ne sais pas comment agir. Donc je reste là et je suis là et je suis avec les enfants. Je déconne, je parle. Voilà. Et puis je passe le week-end chez elle, tranquille, ça se passe bien. On va jouer au foot avec ses enfants. On se balade. Voilà, tout se passe bien. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas une grosse discussion. Il n'y a pas un gros échange. Il n'y a pas un... Voilà, quand elle est présente avec moi, il n'y a pas ce même échange en fait au téléphone, par rapport au téléphone. Donc la relation avance, on arrive à Montpellier, il y a une grosse embrouille, donc je crois que je voulais vous raconter, je sais plus. On s'embrouille pour une histoire de parking et puis une histoire de GPS. Alors si je crois que je voulais vous raconter dans un autre podcast en fait ça, donc je vais le passer. Voilà, donc il y a une froideur en fait qui se passe. Moi, j'ai plus envie en fait d'être là. Je me sens pas à ma place à ce moment-là. Donc voilà, en fait, la nuit noire de l'âme, en fait, elle commence vraiment sur beaucoup de points. Elle commence pas que sur la partie matérielle. Elle commence aussi sur la partie où vous vous sentez super mal à l'intérieur, où vous vous sentez pas à votre place. Et là, il y a quelque chose qui se passe, où il y a quelque chose que vous devez lâcher, quoi. Mais vous savez pas quoi. Donc moi, voilà, c'est ce qui se passe. Je sais pas trop je sais ce qui se passe, mais je sais pas trop quoi faire. À part en fait me barrer. Donc je recommence mes comportements comme avant, où c'est-à-dire que je ne dis pas à la personne que j'ai envie de partir, mais la personne va le sentir et c'est elle qui va acter le départ physique. Donc ça, j'avais toujours fonctionné comme ça à l'époque. Je n'osais pas dire à la personne que ça n'allait pas et que j'avais envie de partir, mais je le disais pas. Je l'avais fait avec Aurélie d'ailleurs aussi. Hein. Je l'avais fait avec Aurélie encore, juste avant Val, à Paris. Donc là, Valérie, en fait, acte le départ physique. Donc elle fuit une première fois début décembre et je lui envoie une lettre et elle me dit, dans ta lettre, en fait, c'est tout toi. C'est tout toi. Elle reconnaît ma façon d'être, mon être profond dans la lettre. Et en fait, là, elle revient, elle m'écrit, elle revient. Et on se parle au téléphone. Et du coup, je passe du coup le week-end chez elle. Le week-end qui arrive après la lettre, je le passe chez elle, en fait. Donc, elle revient une première fois. Mais elle partira la deuxième fois définitivement, en fait, au mois de décembre. Fin décembre. Voilà. Donc à partir de là, ma nuit noire, en fait, réelle, physique, mentale, égotique, démarre. Là, je me sens vraiment pas bien, je tourne en rond dans la baraque. En plus, ma colocataire, la propriétaire, en fait, elle s'en va en vacances pour Noël du côté de la Côte d'Azur. Donc là, en fait, moi, je me retrouve tout seul dans un corps de ferme. C'est une grande maison avec un toit qui est super haut, hein, voilà, c'est super haut, c'est un ancien corps de ferme. Donc en fait, voilà, c'est que de la pierre. Les pièces sont assez sombres. On met de la lumière, mais ça reste quand même sombre. Donc le soir, en fait, quand on est tout seul, ça peut faire peur. Et notamment quand on est dans ces peurs et qu'on est dans une nuit noire de l'âme, ça peut faire encore plus flipper. Donc moi, je me retrouve tout seul. Je me dis, putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Je tourne en rond autour de la table, j'appelle des médiums, j'éclate mon forfait téléphonique, je me fais des factures à 200 balles, je panique, je suis pas bien. Le soir, j'ai du mal à dormir. Et là arrivent toutes les images égotiques que j'ai eues dans ma vie, où on m'envoie tous mes comportements avec les gens. En fait, c'était pas dans mes rêves, c'était je fermais les yeux et on me montrait des images. Donc là, j'ouvre les yeux, j'ai hyper peur. Je me dis, putain, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que vous me montrez? Non, mais ça suffit. Je me recroqueville dans mon lit, comme un enfant. Je pleure. Je suis pas bien, mais vraiment pas bien. Je mange normalement le matin, le midi, le soir, mais je perds du poids. Je comprends pas. La journée, je tourne tellement en rond autour de la table, mais vraiment, vraiment. Je tourne autour de la table. J'arrive même pas à monter dans la chambre, tellement que je flippe. Même pour me reposer, j'arrive pas à monter dans la chambre. Il faut que je reste dans le salon.
Donc je tourne en rond autour de la table. Là, j'ai des envies sexuelles qui montent, des impulsions sexuelles qui montent. Donc c'est ce qu'ils appellent la Kundalini. Il y a un espèce de truc qui monte dans mon corps. Je passe, je vous le dis très clairement et j'en ai absolument pas peur. Je me masturbe en fait régulièrement en fait quand j'étais à ce moment-là dans cette panique, je commence à me masturber. Voilà, j'ai une montée sexuelle qui vient et ça arrive quasiment tous les jours. Le soir en fait j'ai des rêves. La nuit je me réveille, je me réveillais, c'était un truc de fou. Je voyais des images pas possibles, je voyais des gens, je voyais des accidents, je voyais un vélo avec une voiture qui avait un accident, je voyais des événements en fait de mon passé, où je voyais des événements qui n'étaient pas encore passés. Je me suis dit, mais je les connais pas ces gens, pourquoi on me montre ça? C'était ma médiumnité qui était en train d'exploser, qui était en train d'arriver. La journée, je voyais des trucs, je voyais les gens dehors. Je me disais, waouh, mais pourquoi on me montre ça? Je voyais les masques des gens que je ne voyais pas avant. J'entendais des personnes parler et dans ma tête, on me disait elle est fausse, elle raconte n'importe quoi, c'est pas vrai. Elle porte des masques. J'entendais ça, je me suis dit putain, mais c'est quoi ça? Donc ma clairaudience qui se révèle, ma médiumnité qui se révèle, ça fait flipper. Je me dis ouais, c'est quoi ça? Et je vois les gens en fait, vraiment, je vois leurs masques et tout. Donc avant de canaliser, ça me prend du temps. Donc là, le 24 décembre, je flippe, je suis tout seul. Je décide de monter voir Valérie, en fait. Donc j'ai 2 heures de route. Donc je prends la route, je monte chez elle. Elle me reçoit. Et là, je lui dis, voilà, je veux discuter avec toi pour voir ce qui se passe. Donc là, je suis dans le total contrôle parce qu'en fait, je décide d'aller chez elle pour aller discuter, pour rattraper la relation. Je suis en train de canaliser une énergie là. Donc en fait, voilà, je suis dans le total contrôle, j'ai peur de perdre. Alors je vous le dis maintenant, mais à l'époque je ne le savais pas. J'ai peur de perdre la relation, donc je suis dans le contrôle, donc je veux contrôler, donc je veux parler avec Valérie pour rattraper, pour ne pas perdre la main, en pensant que moi, j'allais simplement discuter pour que tout se passe bien. Alors qu'en fait, absolument pas, je suis dans le contrôle. Donc là, je suis le chaser à mort qui veut contrôler la relation, qui veut rattraper l'affaire, qui veut pas perdre la main. Valérie, au bout d'un moment, elle finit par se fermer, elle croise les bras et elle veut plus rien entendre. Enfin, elle m'écoute, mais elle n'entend plus. Donc je finis par partir, je reprends la route et je la rappelle en bas de sa maison. En bas de son appartement, je la rappelle et je lui dis écoute, ça me fait chier ce qui se passe et tout, ça me fait vraiment chier, mais je sais qu'on se reverra. Je lui dis comme ça, hein. Moi-même à ce moment-là, je crois pas que j'y croyais vraiment. Hein. Je lui dis on se reverra. C'est comme si que encore je mettais du contrôle en me disant, en essayant de me faire croire et de me convaincre que j'allais la revoir pour éviter de perdre la main. Mais c'est prémonitoire, parce que au fond, aujourd'hui, je le sais. Mais à ce moment-là, c'est vraiment une histoire que je me raconte, quoi. Et là, elle me dit rien, elle parle pas, mais elle est quand même contente, quelque part, de m'avoir au téléphone, parce qu'elle décroche et elle reste dans le silence. Elle reste dans le silence et elle m'écoute. Voilà, elle m'écoute. Moi, je dis pas grand-chose. Je lui dis, ouais, ça me fait chier que ça se passe comme ça. J'aurais bien voulu que ça se passe autrement, mais voilà. Sache que je t'aime et tout, machin. Voilà, je déteste cette situation. Et elle m'écoute, elle me dit rien. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de je suis désolé, c'est comme ça, ou machin. Non, elle dit rien, elle reste au téléphone. Il a fallu que moi je raccroche, en fait. Parce que si je raccrochais pas, on aurait pu rester comme ça dans le silence tous les deux. Donc j'ai compris après que quelque part, elle aussi, à sa manière, ça la faisait chier, en fait, que ça se passe comme ça, mais qu'elle ne pouvait rien faire. Qu'elle n'avait pas d'autre solution que d'arrêter la relation. Donc c'était déchirant, c'était dur à ce moment-là, très dur, très très dur. Ça m'a déchiré les tripes, ça m'a déchiré le cœur, waouh, j'avais jamais vécu ça de ma vie, jamais, jamais, jamais. Être comme ça accroché au téléphone ou aller voir la personne à son appartement, jamais. Il y a des ex qui m'ont quitté comme ça.
je suis jamais allé les revoir. J'étais pas bien, mais je suis jamais allé les revoir. Alors que Valérie, putain, c'était... Waouh, c'était déchirant. Donc je rentre à la maison, je lui envoie un message, le lendemain elle me répond, je suis content pour toi que tu sois bien rentré, passe une bonne journée. Là, après, je lâche l'affaire, j'écris une lettre toutes les semaines. Pendant tout le mois de janvier, j'écris une lettre toutes les semaines. Et voilà, donc là, début janvier, je commence mon cheminement. Et là, j'ai un dépouillement qui continue. Je vais me balader tous les jours dans la nature. Je tourne, en fait, je marche, je médite en même temps. Je refais l'histoire, donc je me revois en pleine méditation consciente. En fait, je revois des images en fait, où je suis en train de marcher à la plage, où je suis avec Valérie à la plage, avec ses enfants. En fait, j'ai des images qui m'arrivent comme ça, des flashs, en pleine journée, en train de marcher, les yeux ouverts, en pleine conscience. Donc là, je suis en pleine médiumnité. J'appelle une amie qui est à Toulouse, je lui raconte l'histoire, voilà, je tourne en rond, j'essaie de me dépatouiller de tout ça, je vide, je me dépouille. Il y a des choses dans mon portefeuille qui étaient là, que j'ai jetées à la poubelle. À un moment donné, j'ai entendu que je devais en fait jeter des trucs en fait de mon passé, qu'il était temps de le libérer. Et je jette des trucs de mon portefeuille que j'avais conservé depuis des années, notamment ma carte de pompier, mon grade, mon insigne sur le côté sur mon vêtement, que je mettais en scratch du département. Donc je jette tout ça à la poubelle là où je me balade, et je commence en fait le dépouillement matériel, enfin je continue le dépouillement matériel, quoi. Et là, au fur et à mesure, je trouve des choses qui m'apaisent. En fait, je tombe sur un rabbin, Ben Chetrit, que j'écoute en fait des heures et des heures, qui me passionne. Ça me libère, ça m'apaise, ça me libère, et je trouve un écho en fait dans ce qu'il dit. Je trouve un écho en fait à ce que je ressens, à ce que je vis. Et là, je commence à me canaliser, à me calmer. Et ça commence à aller mieux. Mais je continue quand même à écrire des lettres à Valérie toutes les semaines, hein, jusqu'à ce qu'elle m'appelle le 24 janvier. Ce sera la dernière fois qu'on s'appellera. Et là, elle me dit, non mais Fred, ça suffit, il faut que tu arrêtes de m'écrire, sinon je te renvoie tes lettres. Là, elle est en train de me dire qu'elle a conservé mes lettres. Et elle me dit, non mais t'es pas quelqu'un pour moi, c'est bon, de toute façon, t'es pas quelqu'un pour moi, etc. Et après avoir dit ça, je dis, ok, moi je reste super calme au téléphone, vraiment. Parce que là, j'avais canalisé tout le mois de janvier, j'avais canalisé mes peurs, mes angoisses, tout ça, donc j'étais complètement calme au téléphone. Et à un moment donné, elle me dit, écoute, efface mon numéro, oublie mon numéro, tu m'appelles pas. Et là, moi, très calmement, je lui dis, mais de toute façon, en fait, à quoi bon j'efface ton numéro, puisque de toute façon, même si je l'efface, tu ne le sauras pas si je l'efface réellement. Elle me dit, non, mais il va m'énerver, lui. Donc, elle est comme ça, elle se met en colère, elle dit, il va m'énerver, lui. Donc là, en fait, si vous voulez, en miroir, c'est le calme que j'ai, que je suis en train de lui renvoyer, et le calme qu'elle n'a pas, parce qu'en fait, elle sait que ce qu'elle dit n'est pas réel, n'est pas réaliste, n'est pas vrai. D'ailleurs, elle ne le pense pas à ce moment-là. Mais je ne suis pas à sa place pour penser ce qu'elle pense. Aujourd'hui, peut-être un peu plus, parce que je reçois ses pensées, puisqu'on est connecté. Donc aujourd'hui, beaucoup plus, oui. Mais ça ne veut rien dire non plus. Je reçois ses pensées, ok. Mais à cette époque-là, voilà, elle pense ce qu'elle pense, et c'est comme ça. Et c'est là où l'erreur du chaser à ce moment-là, c'est de croire en fait que ce que l'autre dit est faux. Et peu importe que ce soit faux ou pas, la personne à ce moment-là, elle pense ce qu'elle pense, et de toute façon, tu ne pourras pas récupérer la relation. Tu es dans tes rêves, tu es dans une illusion, donc lâche l'affaire, c'est pas la peine. Donc voilà, donc à un moment donné, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc là, le dépouillement continue, je m'appelle, je fais des hypnoses. Tous les soirs, je tombais sur un truc YouTube là, pendant des semaines, je faisais ça tous les soirs, des hypnoses avant de dormir. Donc ça me rendait bien, ça m'a permis de conscientiser le lien de plus en plus, parce qu'à un moment donné, ma vibration m'a amené à un médium qui me dit, allez voir sur YouTube, allez voir telle chaîne.
vous allez comprendre ce qui se passe. J'étais guidé comme ça. Et je regarde cette chaîne Flamme Jumelle. Bam. Et là, je commence à comprendre ce qui se passe. Là, je regarde, j'écoute et tout. J'éteins la télé, je dis, oh là 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 là, c'est quoi ça? Donc, c'était tellement en résonance avec moi que j'ai éteint la télé parce que ce qu'on me disait, c'était moi. Donc là, j'ai arrêté. J'avais regardé la première fois que j'ai découvert ça, c'était en janvier 2020. C'était les deux nanas, là, je sais plus comment elles s'appellent, là. On les voit plus, là. Il y avait une brune et je sais plus quoi, il y avait deux nanas. C'était deux nanas, mais la deuxième, on la voyait pas, je crois. C'est pas le couple, la vietnamienne, là, je sais plus comment, là. C'est pas celui-là. Celui-là, je l'ai vu après. Il y avait un autre couple, en fait. Mais elles étaient pas toutes les deux. Il y en avait qu'une. Je sais plus comment. Union, je sais plus quoi, là. Chemin de l'Union, un truc comme ça. On les voit plus. On la voit plus, elle. Donc, c'est elle que j'ai découvert en tout premier en janvier 2020. Parce qu'on m'a guidé vers elle. Au fur et à mesure, j'ai vu des guidances de flammes jumelles, des bababa, je suis rentré dans des groupes. D'ailleurs, ça me plaisait pas. C'est pour ça que je vous en parle là maintenant, parce que ça me plaisait absolument pas. Au début, bon, je cherchais des renseignements, tout ça, machin. Et puis je voyais qu'en fait, les personnes passaient leur temps en fait, à répondre complètement à côté de ce que je demandais. Pourtant, dans mes posts, très souvent, je leur disais, ne commentez pas, ne me répondez pas en fait dans ce que je sais déjà. Voilà, répondez vraiment à ce que je vous demande. Et en fait, il y a plein de gens qui pensaient savoir, qui croyaient savoir, qui pensaient tout savoir, qui pensaient avoir fait le chemin, qui pensaient avoir fini, et qui me répondaient des trucs, mais j'ai dit, ok, non, je suis pas à ma place, là. Je le sentais profondément, je dis, putain, je suis pas à ma place dans ce genre de groupe, ça me gonfle. Donc, en fait, quelque part, la guidance, ça me disait, oui, t'es pas à ta place, parce que toi, tu dois cheminer tout seul. Tu n'as pas besoin d'être là-dedans, tu dois cheminer tout seul. Seul. Voilà. Tu n'as pas besoin de ces groupes-là, d'autres personnes en ont peut-être besoin, un jour ils en sortiront, mais toi, tu n'en as pas besoin. Donc je suis sorti de là au bout d'1 mois. Ça a duré pas plus d'1 mois. Il y a des gens, en fait, aujourd'hui, au bout de 3 ans, ils sont encore dans les groupes et ils deviennent, en fait, des nouveaux gourous où ils vont dire, oui, mais tu sais, moi, je suis passé par chemin, et blablabla. Ils vont être dans le groupe, là, tout ça. Et moi, ça m'intéresse pas, en fait. Moi, je suis vraiment là pour partager et vous donner, en fait, ce que moi, j'ai vécu. Et vous prenez en fait ce qui résonne en vous, si vous êtes en résonance, si ça vous convient, si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose. C'est juste un partage en fait. C'est pas si je peux vous aider, je vous aiderai, mais c'est pas ma demande première en fait. Mon intention, voilà, l'intention que je pose vraiment dans tous mes posts, c'est vraiment l'intention du cœur de vous donner, de partager avec vous la réalité en fait de ce que je vis, de ce que j'ai vécu. Et la réalité terrestre, en fait, si vous voulez, qui va peut-être résonner avec vous, et pas vous donner de l'illusion en vous parlant des flammes jumelles. Oui, vous savez, c'est votre autre, et faites-lui des bisous, Oui, c'est vrai. Ok, donnez-lui de l'amour en 3D, tout ça, ouais. Mais je vous raconte, en fait, dans la réalité terrestre, en fait, comment ça se joue. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'illusionnent par rapport à la flamme jumelle, mais où est votre flamme jumelle aujourd'hui ? Moi, je me recentre en fait dans ma réalité. Aujourd'hui, Valérie n'est pas avec moi. Physiquement, hein, psychiquement, dans mon cœur, dans mon âme, elle est là, elle est dans mon corps, on partage des choses ensemble. Oui, elle est là. Mais physiquement, dans ma réalité, au quotidien, dans ma vie à partager, ouvrir le frigo, physiquement, je la vois pas ouvrir le frigidaire, je la vois pas cuisiner quelque chose et sentir ce qu'elle est en train de cuisiner, partager quelque chose avec elle. Je la sens pas me faire un bisou physiquement, me toucher les épaules avec ses mains. Elle n'est pas là dans ma vie. Donc je suis seul. D'accord ? Donc c'est ça que je vous partage, moi. C'est à la fois le côté cosmique de la flamme jumelle, mais à la fois le côté terrestre, le côté tellurique, le côté énergie terrestre, le côté vraiment sur la Terre. Parce qu'on est incarné sur la Terre. Donc on doit vraiment incarner ça. Une réalité cosmique et une réalité terrestre. Et donc là, voilà, j'ai cheminé au fur et à mesure. Je me suis fait aider à un moment donné par une amie que j'avais connue depuis 2013 à Paris, qui a déménagé du côté de l'Aude.
et qui m'a fait mon premier soin énergétique et qui a trouvé des vies antérieures, tout ça, machin. Et là, c'était génial. Quand moi, et ça m'a ramené effectivement à ce que m'avait dit Valérie lorsqu'on était ensemble dans notre relation à ce moment-là, au mois de novembre-décembre. Avec Valérie, on était assis sur mon lit dans mon appart à côté de Béziers. Et Valérie me dit, je sais pas pourquoi, me dit, j'ai l'impression d'avoir été violée dans une vie antérieure. Mais elle me regarde à peine quand elle me dit ça. Et il se trouve que mon ami qui m'a fait mon soin énergétique à l'époque, je lui ai pas parlé de cette histoire-là. Et elle m'a trouvé, elle me dit, mais je te vois là, tu as violé Valérie. Vous étiez tous les deux, vous aviez 2 enfants. Elle savait absolument pas de son côté que Valérie avait 2 enfants. Je lui avais rien raconté. Elle a sorti ça en médiumnité, elle l'a sorti, elle l'a trouvé. Donc effectivement, j'étais dans une vie antérieure où j'ai violé Valérie. J'étais militaire sous la coupole de Napoléon. Et je suis pas surpris parce que ce personnage, Napoléon, c'est mon personnage préféré français. Voilà, depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé Napoléon et je suis pas surpris parce que j'ai été pompier et j'étais passionné par la création des pompiers, notamment la création des pompiers de Paris. C'est Napoléon Bonaparte qui a créé la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui ne s'appelait pas à son époque la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, c'était un autre nom mais c'est pas le sujet. Donc j'ai toujours été passionné par ça, par ce personnage. Donc je suis pas surpris de ce qu'elle m'a sorti. Donc j'étais militaire et en fait je n'étais pas là. Et en fait je n'assumais pas la bataille. Donc j'avais toujours du recul par rapport à la bataille. Et Valérie en fait, du coup j'étais toujours dans l'abandon. Voilà. Donc en fait je m'abandonnais toujours et on n'arrivait pas à se réunir. On était toujours, voilà. On avait 2 enfants et tout, mais moi dans le couple et tout j'étais toujours dans l'abandon. Voilà, j'abandonnais toujours les choses. Alors qu'aujourd'hui en fait je suis vraiment engagé et je ne m'abandonne plus. Donc ça fait une grosse différence. Et c'est ça que j'ai guéri, en fait. Beaucoup, en partie. Donc voilà, elle me parle de ça, et donc j'avance dans mon chemin, et au fur et à mesure, je me détache, en fait, de tout ce qui est flamme jumelle, tout ce qui est... voilà, et je me concentre, en fait, sur ma médiumnité, sur l'aide sur moi-même, les soins énergétiques, l'aide aux autres. Je vais beaucoup dans la nature, seul. Après, je me connecte avec des gens en balade, où il y a une balade, où il y a des gens qui se baladent. Donc j'alterne comme ça en fait une connexion avec les gens et à la fois une connexion avec moi-même. Et là sur le chemin, je me balade et là je donne des messages aux gens parce que je ressens quelque chose. Et là je leur dis, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et on parle, on discute ensemble et je leur dis, voilà, moi ce que je ressens sur vous, voilà ce que vous vivez actuellement. Et là je développe, je suis en apprentissage de ma médiumnité et j'avance en fait sur moi. Et Valérie à l'époque, je lui avais dit, donc c'était prémonitoire, je lui avais dit, écoute Val, comment ça s'est dit? Oui, voilà. Je lui dis, je me donne 3 ans pour me sortir de là, pour réussir quelque chose. C'était prémonitoire parce que là, on arrive aux 3 ans au mois de décembre 2022, là, donc là, dans un mois, un peu plus d'1 mois. On arrive donc, j'avais dit ça fin décembre quand elle est partie. Donc on arrive aux 3 ans, et aujourd'hui, je suis dans ma mission d'âme, je suis dans ma mission de vie, j'ai mon appartement, je suis seul dans mon appartement, en tout cas là, pendant un moment, parce que j'ai une grande amie qui vient habiter à la maison, que j'aime profondément, et je vous en ai déjà parlé, c'est Sylvie, elle vient ici. Voilà. Mais sinon, voilà, au niveau de l'appartement, ce que je voulais vous dire, quelque part, c'est qu'en fait, je suis seul dans cet appartement, c'est-à-dire que je l'ai eu tout seul, par moi-même, avec mes propres moyens, et surtout avec les moyens que j'avais à l'époque. Et voilà, donc en fait, je me suis débrouillé avec ce que j'avais. Donc du coup, j'étais dans la gratitude. Ça m'a donc permis de déployer la gratitude. La vraie gratitude et pas la gratitude intellect et mentale, la vraie gratitude dans le ressenti corporel et de l'âme. J'ai développé la foi, la confiance,
l'estime. Enfin, j'ai développé plein de choses et ma médiumnité. Aujourd'hui, je suis dans ma mission d'âme. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui payent leurs consultations, qui viennent me voir de toute la France, qui m'appellent dans toute la France sur les pages jaunes ou sur ma page Google, sur Internet ou sur mon site Internet. Donc ça vient de partout dans toute la France. Moi, j'ai des gens de Annecy, j'ai des gens de Nîmes, j'ai des gens à côté de chez moi, autour de chez moi à Montauban, j'ai des gens en fait qui sont à Rodez, j'ai des gens en fait un peu partout, dans toute la France. Voilà, ils me choisissent moi et j'en suis plutôt content et je leur apporte quelque chose qui leur convient et c'est très bien comme ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la nuit noire de l'âme et ma nuit noire de l'âme. N'ayez pas peur en fait, d'avoir peur. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. En fait, n'ayez pas peur d'avoir peur, parce que de toute façon, vous allez devoir passer par la peur pour en sortir. Donc, le but, c'est d'affronter tout ça, de remonter. Donnez-vous un objectif réaliste, voilà, réel. Un délai de 2 ans, un délai de 3 ans en fonction de vos capacités, en fonction de ce que vous croyez à ce moment-là, est-ce que vous vous sentez en capacité de vous en sortir dans 3 ans. Pas forcément sur le chemin d'âme, mais sur le chemin de vie, mais voilà, dans la matérialité. Est-ce que vous vous sentez en capacité de vous en sortir dans 1 an, dans 2 ans? Voyez, voilà. Soyez réaliste avec vous-même. N'ayez pas peur d'avoir peur. Allez au fond des choses, allez au fond de votre nuit noire de l'âme. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez lâcher votre autre. Vous allez lâcher complètement votre autre. Vous allez vous concentrer sur vous et tellement vous allez vous concentrer sur vous et en même temps sur les gens que vous allez aider autour, vous allez attirer du monde que vous allez aider. Vous allez attirer de nouvelles personnes. Vous allez remonter, vous allez vous concentrer vous allez développer votre mission d'âme, votre mission de vie. Et vous allez être de mieux en mieux et vous allez pouvoir vous concentrer sur votre logement, votre matérialité. Moi, ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai développé ma verticalité. Voilà, ma verticalité, c'est tout mon intérieur, toute mon intériorité. C'est-à-dire me remettre droit intérieurement au niveau émotionnel, au niveau intellect, donc je me suis remis droit. Et au niveau développement horizontal, ça vient après. Ça vient après, c'est la matérialité. C'est-à-dire que vous allez développer votre environnement là où vous allez habiter, les gens que vous allez côtoyer, votre habitation, voilà, votre appartement, votre maison, tout ce qui est environnement matériel terrestre. Voilà, c'est ça l'horizontalité et la verticalité, c'est tout votre intérieur. Je vous donne une petite astuce. Le fonctionnement, c'est le processus, c'est comme ça. Après, peut-être que d'autres ont d'autres manières de voir les choses. Mais en tout cas, c'est la mienne et c'est le processus que j'ai, en tout cas que j'ai découvert et qui est pour moi réel, réaliste. C'est que je vais utiliser ces mots-là, mais j'aime pas trop. Mais bon, je trouve pas d'autres mots. Le runner, en fait, lui, au départ, comme il est dans ses peurs matérielles. Il est dans la trahison, dans l'injustice et dans le rejet. Lui, c'est la matérialité. C'est moi, j'ai un appartement, j'ai une maison, je garde mon travail et puis toi, tu travailles pas, machin, tatata. Moi, il me faut quelqu'un qui travaille, tatata. Donc, il va vous voir en miroir comme quelqu'un qui travaille pas. Il va se voir lui dans sa propre fuite de ne pas travailler, de ne pas avoir d'argent parce que les autres lui ont dit si tu travailles pas, t'es pas une bonne personne. Si t'as pas une maison ou un appartement, t'es pas une bonne personne, tatata. Donc le rejet, l'injustice, la trahison. Donc comme cette personne-là en fait se sent trahie et trouve ça injuste, au niveau matériel, elle va tout faire pour avoir du matériel et dire voilà, vous voyez, moi j'ai réussi tout seul et voilà, c'est comme ça et personne me trahira, donc je fais tout pour que personne me trahisse. Sauf qu'en fait, en réalité, le choix que cette personne-là a fait, elle l'a fait que par rapport aux autres et pas par rapport à elle-même. C'est l'autre qui a décidé en fait qu'elle fasse le choix d'une maison ou d'un appartement et qu'elle garde un travail pour avoir de l'argent. C'est pas cette personne-là. C'est pas le runner. Et à l'inverse, le chaser, lui, à un moment donné, alors il y a des chasers qui bossent, qui sont dans le boulot. Moi, je l'ai été aussi, mais avant d'être dépouillé. Donc, si vous voulez, à un moment donné, moi, quand je rencontre Valérie, j'ai plus rien, en fait. J'ai plus rien. Donc, l'image qu'elle a de moi, c'est quelqu'un qui a plus rien.
Donc c'est ce que je lui renvoie. Donc c'est quelqu'un qu'il lui faut pas en fait dans sa vie pour elle à ce moment-là. Et elle me le dit à un moment. Non mais moi je veux quelqu'un qui travaille, qui est classe, qui est voilà, qui a ça, qui a ça, qui a ça. Les exigences et les critères. Sauf que moi j'avais pas tout ça. Donc vous avez deux solutions. Soit pour la récupérer, pour récupérer votre autre, vous allez faire des choix que lui a décidé pour vous, c'est-à-dire de trouver un travail, de trouver un appartement, un logement et de récupérer votre autre. Et là, vous avez fait des choix que l'autre a voulu pour vous. Soit vous êtes vous galérez un petit peu, mais vous rentrez dans votre mission d'âme, dans votre mission de vie. Et là, vous êtes vous-même. Et l'autre vous acceptera tel que vous êtes. C'est ça que j'ai envie de vous dire pour conclure, c'est n'ayez pas peur d'avoir peur. N'ayez pas peur d'avoir peur dans le sens où votre autre vous rejettera ou ne veut pas de vous parce que vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'argent. N'ayez pas peur d'avoir peur de le perdre. C'est important. Vous allez voir que vous allez gagner derrière à récupérer d'autres choses. Vous allez être heureux et votre autre reviendra à un moment donné. Quand il sera prêt, il reviendra. N'écoutez que vous, n'écoutez pas les autres. Même moi, ne m'écoutez pas forcément, même si vous allez passer 1 heure à m'écouter. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne nuit noire de l'âme, un bon courage et une vraie foi, une vraie confiance en vous, une vraie estime. Soyez là pour vous-même, avec vous-même, et vous allez voir que vous vous en sortirez. Croyez-moi, mais surtout, croyez en vous. Passez une bonne journée, prenez soin de vous. Ciao, ciao.